On parle d'école ce matin, du rôle des parents, du rôle des enseignants aussi, dans un guide pratique, le guide d'une ex-prof devenue experte en pédagogie innovante. C'est Sophie Van Den Plas, notre invitée ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors c'est un guide pratique pour passer du primaire au secondaire. Parce que c'est un virage pour les parents comme pour leurs enfants d'ailleurs. Oui, tout à fait, pour les deux. Pour les enfants, forcément, il y a quand même beaucoup de changements dans cette période-là. Changement d'école, très souvent. D'ailleurs, on est dans cette période actuellement où ils savent que l'année prochaine, ils vont changer d'école. Ils cherchent pas mal d'école pour l'instant. Et puis pour les parents, c'est une étape. C'est une étape importante. Il y a beaucoup de questions qui se posent de la part des parents à ce moment-là, par rapport à leur rôle, par rapport à comment ils vont pouvoir aider à cette transition. Est-ce qu'ils doivent aider ou pas donc voilà, on tente d'y répondre. Avant de laisser la parole à Dorothée, je sais qu'elle a plein de questions à vous poser. Mais c'est vrai, en vous écoutant, c'est vrai que c'est une étape importante pour tout le monde et même pour nous médias, puisqu'on nous fait tout le temps paraître chaque année un communiqué de presse en disant attention, le début des inscriptions en secondaire pour les parents, c'est maintenant. Et c'est une information qui est relayée par tous les médias. Oui, tout à fait. Mais c'est une période ici, moi, les parents parlent beaucoup de ça quand ils ont leurs enfants qui rentrent en secondaire. C'est est-ce qu'il va avoir l'école de son choix dans quelle école est-ce qu'il doit aller? Quelle est la meilleure école? C'est une question qui revient très souvent. Est-ce qu'il y a une bonne école, la bonne école et puis ça implique aussi beaucoup de changements organisationnels, mine de rien, le fait de changer d'école. Donc oui. Bien sûr. Alors, là, on parle d'un point de vue pratique, mais dans votre livre, surtout, on parle d'autonomie, parce que c'est pas parce qu'on passe en secondaire qu'on devient autonome. Et c'est ça un petit peu la difficulté de se dire, tiens, mais mon enfant... il est en secondaire, maintenant c'est bon, il peut voler de ses propres ailes, faire ses devoirs tout seul, il a son journal de classe, il peut se débrouiller. Voilà. Et en fait, c'est pas ça du tout. Ben, pas exactement. Moi, c'est On vient de décevoir beaucoup d'ados ce matin. beaucoup de parents. Et beaucoup de parents aussi. Mais c'est une question moi, qui revenait très souvent en réunion de parents avec les parents en début du secondaire, qui me disaient exactement comme vous disiez, est-ce que maintenant qu'il est en secondaire, est-ce qu'il n'est pas légitime de penser qu'il est temps qu'il fasse les choses seul? Moi, mon conseil, c'était toujours le même, c'est-à-dire surtout pas maintenant, attendez un petit peu, accompagnez-le, parce que l'autonomie n'est pas quelque chose qui se réclame ou qui s'exige à un moment donné ou à un certain âge. C'est vraiment quelque chose qui va se construire. L'élève, il est confronté, comme on disait tout à l'heure, à un nombre incalculable de changements. Tout est modifié dans son quotidien. Les attentes des professeurs sont différentes et donc il faut l'accompagner. Alors, il y a une manière d'accompagner. Accompagner ne veut pas dire faire à sa place, mais c'est de rester présent, c'est de le questionner, de l'amener à trouver aussi de nouveaux fonctionnements, parce qu'il va devoir s'adapter. Et pour un jeune, s'adapter, c'est pas facile, parce que l'intelligence adaptative, elle arrive à maturité vers l'âge de 24-25 ans. Donc pour un jeune de 12-13 ans, penser autrement, changer de mode de fonctionnement, adapter des stratégies, il a besoin d'aide, il a besoin d'être accompagné pour le faire. Sa plus grosse difficulté aux jeunes, ce serait quoi selon vous? Dans cette transition, je pense qu'il y a une première grosse difficulté organisationnelle qui est souvent présente. Alors de nouveau, pas chez tous. Il y a toujours des élèves qui vont s'adapter avec plus de facilité ou qui ont déjà mis en place des stratégies qui vont être efficaces en secondaire. Mais c'est vrai qu'au niveau organisation, il passe de 1 professeur à 7 professeurs qui ont des attentes différentes, tout un système et un fonctionnement différent. Tout à fait. En primaire, c'est très organisé. Il y a un enseignant qui a donné sa démarche. Souvent, ils sont même accompagnés sur des cycles de 2 ans. Donc, ils sont vraiment dans leur zone de confort en 6e primaire. Et arrivé en première, tout est modifié, il faut organiser, penser à anticiper, travailler de manière beaucoup plus régulière. Et puis, lié à cette organisation, il faut être conscient aussi qu'il va y avoir plus de travail. La quantité de travail va augmenter, en tout cas par période. Il y a des périodes qui sont très chargées. Il y a des élèves qui sont surpris par ça. De se dire, moi j'avais l'habitude de faire tous mes devoirs le week-end. Et ça se passait très bien. Et comme ça, le reste du temps, j'étais cool. Et puis là, soudainement, en fait, il y a des périodes où j'ai 6-7 évaluations le même jour qui sont tombés un peu en last minute parfois et ils doivent pouvoir s'adapter. Un grand bouleversement. Je me souviens quand on passe d'un enseignant à 6 ou 7 profs d'un seul coup, on se demande un petit peu ce qui se passe, ça change. L'organisation cartable. C'est une organisation différente. Rien que l'organisation du cartable, pas oublier les garder. D'ailleurs, les élèves en première secondaire, mes élèves, ils transportaient leur maison sur leur dos en se disant, pour ne rien oublier, je vais mettre toutes mes affaires et de se dire, attends, il faut penser stratégiquement, c'est pas raisonnable et encore en septembre, ça va. Mais quand on a
avance fin dans d'année, l'année, voilà. je sais plus. Il y en a qui sont avec des sacs, etc. Et donc, c'est vraiment une réflexion, c'est-à-dire comment je vais penser autrement, quelle stratégie je vais mettre en place pour avoir mon organisation qui soit efficace, qui me permette d'avoir mes affaires quand je dois les avoir, d'avoir ce qu'il faut à la maison pour pouvoir travailler quand je dois travailler. Mais ça va nécessiter vraiment d'autres fonctionnements. Et là, certains enfants vont être capables de le faire seuls, mais je dirais qu'une majorité d'entre eux auront besoin d'être accompagnés, questionnés, les amener à penser autrement et réfléchir avec eux. Mais justement, vous parlez souvent d'accompagner. Moi, je me suis posé une question avec votre livre. C'est, bon, il faut accompagner sans imposer, mais accompagner pourrait aussi, pour certains parents, en tout cas moi je suis maman d'un ado, est-ce que ça ne freine pas quelque part? On pourrait se dire, tiens, mais si je l'accompagne un petit peu trop, je vais freiner sa démarche vers l'autonomie, vers l'apprentissage Pour autonomie. moi, c'est vraiment toute la question de comment j'accompagne. Et c'est pas évident, parce que moi je compare toujours ça à l'apprentissage de la marche, c'est de se dire j'apprends à marcher, je vais accompagner, c'est-à-dire que je vais donner la main, puis je vais lâcher un petit peu, je vais donner le doigt, doigt, puis je vais tenir le t-shirt, et puis en fait mon objectif c'est quand même à un moment donné de lâcher. Mais si je disais à ma petite fille, attends, je t'ai déjà montré comment marcher, donc maintenant écoute s'il te plaît, est-ce que tu veux bien marcher? On se dirait mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin non, on voit bien que là ça ne va pas, donc il faut peut-être aller reprendre la main, il faut peut-être rassurer, accompagner. Et donc je pense que l'autonomie, il va falloir la réguler, c'est-à-dire qu'il y aura des 2 pas en avant, peut-être parfois 3 pas en arrière, et de se dire je dois malgré tout être présent tout en le responsabilisant, c'est-à-dire comme je dis, il ne faut pas faire à sa place, c'est j'accompagne, je questionne, je t'amène à penser, à réfléchir, à te poser des bonnes questions, à tester des choses, et puis on regardera ensemble, ça a marché, pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, ok, qu'est-ce que tu voudrais faire la prochaine fois? Mais en tout cas, dans le livre, on insiste beaucoup, c'est d'éviter en tant que parent une posture qui serait de dire, écoute, moi je vais t'expliquer comment il faut faire. Parce que la réalité, et c'est la même chose pour les enseignants, c'est que je ne peux pas vous dire comment il faut faire. Les stratégies, ça va être très personnel. Au niveau, on parlait d'organisation. Moi, j'ai ma manière de m'organiser et elle est efficace pour moi, mais vous avez sans doute la vôtre qui est peut-être différente de la mienne, mais qui fonctionne très bien pour vous. Et donc, c'est vraiment cette recherche de responsabiliser l'enfant, de lui dire, en fait, tu fais partie de la solution. Toi, c'est toi qui va trouver les bonnes réponses à ces questions qu'on se pose, qui sont importantes. Moi, je peux t'aider, je peux te faire des suggestions, je peux te partager comment moi je fonctionne, parce que c'est des stratégies, peut-être que ça fonctionnera pour toi aussi, mais peut-être pas, et je ne vais pas imposer ma manière de faire, parce qu'alors très vite on voit que on peut rentrer dans quelque chose de conflictuel où l'enfant se dit mais tu me demandes de faire quelque chose qui moi me convient pas du tout, et en fait tu me l'imposes, et alors ça va pas forcément être très aidant, quoi. L'avantage c'est que justement vous parlez de la relation parent-enfant, mais c'est aussi un livre qui s'adresse aux enseignants. Est-ce que vous avez le sentiment de vouloir créer une alliance un petit peu éducative avec ce livre, en disant voilà, on doit travailler tous les trois ensemble, parents, enseignants, enfants, Pour moi c'est une évidence. C'est-à-dire, si on veut que ça fonctionne, et pour avoir été enseignante pendant 15 ans, c'est vrai que quand les parents sont partenaires, quand je dis partenaires, on réfléchit ensemble, on parle ensemble, il y a une continuité entre ce qui a été fait en classe et ce qui va être proposé à la maison. C'est clair pour moi, c'est des facteurs de réussite, c'est des atouts importants. Parfois, c'est pas toujours faisable, il y a plein de contraintes pour chacun, mais en tout cas, oui, c'est l'idée de se dire, créons une cohérence, en tout cas pour l'enfant, pour que lui puisse s'y retrouver. Et c'est vrai que si à l'école on me dit pense à tes stratégies, et qu'à la maison on me dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je vais t'expliquer comment il faut faire, l'enfant il comprend plus de se dire attends, je vais faire comme papa et maman me disent de faire, ou alors en fait c'est ce que madame dit en classe qui est plus correct, qui est juste, donc finalement ça va le mettre dans quelque chose d'assez ambigu qui va pas forcément l'aider. Donc c'est chouette quand il y a une cohérence et qu'on fonctionne ensemble. J'ai un peu l'impression que votre livre Réussir son passage primaire au secondaire est un peu, c'est une méthode, mais un peu pratique aussi, avec la possibilité de faire des tests, de se tester. Il y a des fiches. Oui, tout à fait. Donc c'est pas mal. D'où le guide pratique. Oui, tout à fait. Je voulais que ce soit assez concret, d'avoir des outils concrets, parce que si je pense aux parents, mais les parents ne sont pas pédagogues, le fait d'avoir des choses plus concrètes qu'ils vont pouvoir utiliser, je pense que c'est intéressant. Maintenant, attention, il n'y a pas de méthode, c'est-à-dire c'est plus des activités ou des propositions d'activités qui peuvent être menées dans une logique semblable à celle qu'on vient d'évoquer, qui est vraiment le
questionnement, mettre l'élève responsable de sa manière de fonctionner, de trouver ses solutions. Et donc il y a à la fois des activités pour l'école, la classe, quand je suis prof et que je travaille avec tout un grand groupe, et puis des activités proposées aux parents, qui lui est plutôt en tête-à-tête avec le jeune. Mais effectivement, il y a une vingtaine de fiches pratiques à la fin qui sont destinées vraiment aux enfants, aux adolescents, qu'on peut utiliser, qu'on peut reprendre telles quelles. Et puis, c'était vraiment une volonté de ma part. À la fin, il y a une quinzaine de questions, des questions très concrètes. En fait, ce sont des questions qui m'ont été posées très, très souvent, autant par les enseignants que par les parents. Et c'était l'idée de leur permettre d'avoir une réponse la plus concrète possible, en tout cas pour les aiguiller. Moi, j'ai une dernière petite question. Mon fils a 17 ans. Toujours pas autonome. Je peux mettre ça en pratique. Alors oui, pleinement, parce qu'on l'a appelé à réussir son passage primaire-secondaire, parce que moi j'ai été responsable de cette transition pendant pas mal d'années, et je trouvais que c'était en fait dans le parcours éducatif, c'est le premier moment où l'élève, les parents vont devoir se poser des questions, de se dire, on se rend compte qu'en fait maintenant il faut commencer à réfléchir quand même à sa manière de fonctionner. On peut plus, en primaire, ça se passait encore correctement, mais là on voit qu'il y a une vraie transition, il y a des changements. Maintenant, les outils qui sont là sont valables pour des élèves beaucoup plus grands, en tout cas. Ça me soulage. C'est ça. Maintenant, je rassure, ne pas être autonome, je suis sûre qu'il est autonome dans toute une série de tâches. Oui, bien sûr, sauf celle que je lui demande. Forcément, parce que tu en veux beaucoup. Il y a des tâches, c'est bien de les identifier, parce qu'on a tendance parfois à dire, tiens, il n'est pas autonome. Moi, il y a encore des tâches à mon âge pour lesquelles je ne suis pas autonome. J'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin d'aide, etc. Et donc c'est intéressant d'identifier, mais quand il n'y a pas d'autonomie, c'est plutôt de se dire je ne peux pas l'exiger, comme je disais tout à l'heure, mais de quoi tu vas avoir besoin alors, parce que petit à petit et progressivement, moi il va falloir que je lâche la main, et c'est notre objectif à tous, je veux dire au final. Quoi. Alors, et la première des activités, puisque c'est un guide pratique, et vous le dites, c'est aller visiter les écoles. Oui. Quand il y a des portes ouvertes, parce que c'est vrai que quelquefois, quand on est parent, on se dit je veux cette école-là, comme ça je serais pas embêté, elle est juste à côté de chez moi, mais peut-être qu'elle est très mauvaise et que quelques kilomètres plus loin, il y en a une qui est très bonne et qui conviendra à tout le monde, aux parents comme aux enfants. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'une école est bonne ou pas bonne. Je pense que ça va dépendre vraiment de l'enfant, et que on voit même dans les fratries, c'était assez fréquent de se dire, tiens, le grand frère, il s'est épanoui, il a été heureux comme tout dans cette école, ça lui a vraiment convenu, tant dans l'approche que dans la structure, dans les activités proposées. Et puis le frère, lui, par contre, il n'a pas trouvé sa place, c'était pas ça dont il avait besoin. Donc je pense que chercher la bonne école, c'est très complexe. Je pense que après, le parent, il connaît ses enfants aussi, il va sentir ce qui peut convenir, mais effectivement je trouve que les portes ouvertes, c'est une très belle opportunité de découvrir l'environnement dans lequel il va évoluer l'année suivante, que l'enfant soit présent. Il y a beaucoup d'écoles qui proposent vraiment d'aller se balader, de découvrir l'écosystème, et de se dire c'est très chouette, et que l'enfant, ça fasse partie aussi de son choix. Maintenant si ça ne devait pas convenir, il y aura toujours d'autres possibilités, mais je crois qu'il n'y a pas une école qui correspond parfaitement à tous. Non, et c'est très bien, parce que on n'est pas tous les mêmes, quoi. Non. Voilà, l'ouvrage, le guide pratique s'appelle Réussir son passage primaire-secondaire. C'est paru aux éditions Atzeo. Sophie Van Den Plas était notre invitée ce matin. Merci d'être venue chez Elle Matin. Merci à vous.